Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici le sommaire de l'émission. La semaine prochaine, c'est l'examen du budget de la région, accessibilité, très haut débit, cohésion des territoires. On fera le point sur ces grands dossiers et sur le partenariat avec l'État. On évoquera aussi le grand débat national. Les maires sont aujourd'hui en première ligne pour organiser et animer ce nouveau rendez-vous démocratique. Sur quoi peut-il déboucher ? On posera la question. Et on parlera de tout cela avec notre invité de la semaine, Bernard Marbeuf, président de la commission des finances à la région, maire de l'Écousse et tout nouveau président de Fougères Agglomération, Bernard Marbeuf, qui va nous rejoindre sur le plateau pour tout d'abord commenter le dessin de la semaine de Loïc Schwartz. Notre dessinateur a choisi d'évoquer les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Bonjour Bernard Marbeuf. On va regarder tout de suite le dessin. On voit voilà, une alliance en Bretagne entre l'UDI et les LR. Ce n'est pas vraiment le cas au niveau européen, notamment pour les élections européennes, puisque je crois savoir que François Bellamy, qui a été désigné tête de liste des LR cette semaine, ce n'est pas vraiment la tasse de thé de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, votre mouvement. Pourquoi ce qui est possible en Bretagne ne l'est pas au niveau européen ? Notre vision européenne n'est pas celle des LR. Nous sommes fondamentalement européens. Nous sommes décentralisateurs, et je crois que LR est beaucoup plus sur une politique plus identitaire. Ce n'est pas tout à fait notre tasse de thé. Alors pourquoi vous êtes main dans la main en région ? En région, nous avons l'habitude de travailler avec LR. Nous avons des hauts et des bas. Mais en ce moment, on est plutôt dans une période haute ou... Un peu d'étiage. Un peu d'étiage. Un peu d'étiage. Les choses peuvent changer. Vous savez, les politiques locales, on est très loin des politiques nationales. Je crois que pour la Bretagne, on est beaucoup plus sur le projet et nous avons tout à fait notre liberté d'appréciation. Alors, est-ce à dire que le projet justement de Jean-Yves Le Drian de créer un BreizLab, un rassemblement de tous les progressistes bretons, est plutôt pertinent aujourd'hui ? C'est une bonne analyse de la situation politique en Bretagne. Je pense que l'offre politique doit être renouvelée complètement. Les étiquettes politiques, je crois qu'il faut les laisser au national. Je crois qu'en région, il faut vraiment revenir au célib, revenir sur l'intérêt de la Bretagne, les territoires et la Bretagne, comment faire en sorte qu'un vrai projet puisse émerger. Donc vous, Bernard Marbeuf, président de la commission des finances, membre de l'opposition régionale, vous êtes un potentiel contributeur au BreizLab ? Oui. Ouais. Oui, oui. Et qu'en disent vos collègues de... Ah mais vous savez, nous sommes... Moi je ne me détermine pas par rapport au Parti républicain. Nous avons toute une histoire, nous sommes fondamentalement décentralisateurs, nous croyons à la région, et il nous faut renouveler l'offre politique régionale indiscutablement. Un petit mot sur les élections européennes. On a appris aussi cette semaine que Ingrid Levasseur, une des porte-paroles des Gilets jaunes, serait tête de liste aussi d'une liste aux européennes. C'est une bonne chose que les Gilets jaunes soient présents à ce scrutin ? Je pense qu'il faut saisir les élections pour affirmer des idées. Pourquoi pas ? Je crois que tout le monde a le droit au débat, et notamment au débat européen. Nous y participerons nous-mêmes, notre formation politique y sera pour défendre une Europe fédérale, une Europe qui protège, mais une Europe aussi ouverte sur le monde. Et avec quel espace politique ? Parce que ce discours-là, c'est plutôt La République En Marche qui le tient aujourd'hui, Je crois que l'expression européenne est diverse. Nous sommes des Européens convaincus, historiquement, et nous croyons aux régions. Je ne suis pas sûr que la vision de La République En Marche soit exactement la nôtre. Mais nous ne sommes pas si éloignés que ça, indiscutablement. Mais nous sommes des Européens convaincus. Allez, on va aborder les dossiers du quotidien, les dossiers concrets qui seront justement abordés la semaine prochaine lors de la session budgétaire au Conseil régional. Alors, il y en a un dossier qui est en attente et qui soulève beaucoup d'enjeux, c'est celui de l'accessibilité de la Bretagne. Suite à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, l'État s'est engagé auprès de la région Bretagne pour donner, on va dire, des compensations, on va dire, sur l'accessibilité. Voilà les principales mesures qui seraient garanties. Brest, Quimper à 3 heures de Paris en train, l'aéroport de Brest relié à des hubs internationaux, agrandissement de l'aéroport de Rennes, l'achèvement de la RN 164 et une place pour les ports bretons dans le réseau européen des transports. L'achèvement de la RN 164, justement, un dossier vieux de 50 ans. 1969, on ne sait pas quand ça va finir. Non, on ne le sait pas, pour l'instant. Et à ma connaissance, la problématique de ça, c'est qu'il n'y a ni date, ni financement. On va en parler. Ce sont des volontés politiques. Alors justement, un nouveau tronçon, il a été inauguré il y a un an, justement, en Ille-et-Vilaine, du côté de Saint-Main-le-Grand. Une de nos équipes de reportage y assistait à cette inauguration. Occasion pour nous de rappeler l'importance stratégique de cet axe routier. On regarde.
Il n'y paraît pas, mais le moment est historique. Voici le tout nouveau morceau à 4 voies de la Nationale 164, une portion qui fait la jonction avec la Nationale 12 à l'ouest de Rennes. Une route attendue de pied ferme par la région Bretagne qui a accepté de financer la moitié des travaux. C'était un chantier décisif, déterminant pour l'ensemble de la RN 164 et pour la desserte, je dirais, de la Bretagne et du centre Bretagne jusqu'à Châteaulin. Un beau cadeau, desservir le centre Bretagne par voie express et rejoindre ainsi plus facilement Brest et Quimper. Mais un cadeau inachevé. Certaines portions, en jaune sur la carte, n'ont pas encore été élargies 40 ans après les premiers coups de pelleteuse. L'État a mis un coup d'accélérateur après le mouvement des bonnets rouges. Progressivement sont donc réalisés les travaux qui permettront d'achever cette mise à 2 fois 2 voies pour un axe qui est stratégique pour notre région, stratégique pour les territoires qui sont traversés, mais également aussi pour l'agriculture et les industries agroalimentaires. Et aussi pour les transporteurs routiers de la filière. À Loudéac, par exemple, nous avions rencontré Marcel Garnier et les 400 camions de sa société. Ses clients, les fabricants d'aliments pour le bétail, concentrés dans la région. Sur un rayon de 60 km, c'est pas loin 60 km, prenez un comport. C'est-à-dire Montauban, Lamballe, Guingamp, Beau. Vous voyez, il se fabrique 4 millions de tonnes d'aliments du bétail. Ça veut dire 8 millions de tonnes à transporter. 4 en amont, 4 en aval. Pour un transporteur, c'est extraordinaire. Extraordinaire, mais sacrément lourd. Si les travaux s'achèvent dans 10 ans, comme prévu, il aura fallu pas moins d'un demi-siècle pour réaménager les 162 km de cette route. Voilà, axe stratégique pour notre région. Et on a appris ce vendredi qu'Édouard Philippe doit normalement venir vendredi prochain, lors de la session budgétaire, justement, signer ce fameux pacte d'accessibilité. Il y a des choses concrètes dedans, vous avez déjà des informations ? Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des engagements, je dirais, écrits, mais il n'y a pas de date ni de financement. Donc, ce que nous demandons... Justement, c'est ce que dit Loïc Chéné-Gérard devant le conseil départemental jeudi, le conseil départemental du Finistère. Pas de crédit de paiement, donc pas de travaux, c'est ça le problème. Alors, il y a des engagements, on croit à la parole de l'État. Mais nous, ce que nous voulons, et nous verrons d'ici vendredi, on verra si nous avons des dates et des financements. Pourquoi ? La RN 164, c'est 1969. Bon, Pleumet va démarrer les travaux de 2019. Après, il y a Merdrignac. Il y a une date pour Mur de Bretagne. Sauf que on apprend dans le discours du président de la République à Quimper en 2018 que c'est 2022. Et puis, un comité de pilotage en janvier nous dit 2023. Donc il faut que la parole du président de la République soit véritablement honorée. Et nous attendons des dates précises et des engagements précis. Il nous faut de l'action, il nous faut du concret. Pareil sur le plan ferroviaire, l'axe Rennes, Redon, Nantes. Vous attendez du concret là aussi ? On attend du concret sur la Rennes-Redon. Parce que qui dit Rennes-Redon dit on améliore Vannes, on améliore Lorient, on améliore Quimper. Et c'est l'essentiel. Donc la priorité, elle est sur la Rennes-Redon. Brest, Quimper, à 3 heures de Paris, vous y croyez ? Oui, à condition qu'on ait plus de bolides que maintenant, à condition aussi qu'on chinte, ou tout au moins qu'on passe très rapidement dans d'autres gares. Il faudra impérativement... C'est-à-dire, oui, des bolides, ça veut dire moins de dessertes intermédiaires, on va dire. Totalement. Ça, c'est des vrais choix à faire ? C'est un choix à faire, mais il faut le faire pour la métropole brestoise. C'est indispensable, c'est très attendu. Alors, et il faut investir aussi pour améliorer les voies, pour aller plus rapidement. Donc ça veut dire que des trains ne passeront plus à Guingamp, à Saint-Brieuc, à Vannes, voire même à Rennes ? Dans ces cas-là, il faut être clair et il faut évidemment le faire. Sinon, on ne sera pas à 3 heures. Brest ne sera pas à 3 heures de Paris. Il faut entendre la voix des Brestois et des Quimpérois, naturellement, dans l'autre sens. Alors, on parle de désenclavement. Il y a aussi le dossier du très haut débit. Oui. La promesse de Bretagne très haut débit, 100% des foyers bretons couverts d'ici 2030. C'est toujours la date, l'échéance, ou non, ça pourrait s'améliorer ? Ça peut s'améliorer. Ouais. 2030, c'est trop tard. La demande aujourd'hui, elle est très rapide. On est parti très lentement. On a fait 240 000 prix sur la première phase. On va en faire 400 000 sur la deuxième et 600 000 après 2023. C'est trop tard. On a demandé une accélération. On a demandé plus de crédits. On nous a enfin écoutés. Et je crois que depuis que Chéné-Gérard, le président de la région, a pris les commandes de Mégalis, ça va un peu mieux. Mais c'est la Mégalis, on précise, c'est un syndicat mixte qui ressemble les collectivités territoriales. Voilà, les départements, la région. Il y a des financements de l'Europe, de l'État dedans.
et des collectivités. Quand vous pensez, et le problème il est là, les zones urbaines, ça ne coûte rien aux contribuables. Ce sont les opérateurs qui sont. Alors que les zones non urbaines, les EPCI par exemple, comme moi je préside une agglo, on met 445 € par prise. Donc il y a vraiment là une inégalité de traitement. Est-ce que c'est le bon modèle, un syndicat mixte? On sait que dans des régions comme Hauts-de-France, vous avez fait d'ailleurs un voyage d'études là-bas, on fait plutôt confiance aux opérateurs privés. Pourquoi on n'a pas fait ce choix-là en Bretagne? Je pense que le modèle Mégalis a été un modèle qui nous a freinés. Mais sa vision est juste. Il aurait fallu à un moment donné accélérer, mais on a un vrai problème de modèle industriel. On a manqué de formation et on a manqué d'hommes et de technicité lors des mises en œuvre. On commence, et ça commence à aller mieux, puisqu'on va entraîner la phase 2, la phase 3 en même temps dans les nouveaux appels d'offres. Et je crois que là, enfin, on va y arriver. Mais il est temps, on a pris beaucoup de retard. Et on attend la fibre partout. La demande est justifiée. Il y a une fracture territoriale, on l'a vu avec la crise qu'on vit aujourd'hui. Et là, il faut absolument accélérer. On jette un coup d'œil sur le budget qui va être discuté justement la semaine prochaine. On va regarder quelques chiffres. Donc le budget de la Bretagne proposé, on va le regarder. Le budget de la Bretagne, 1,5 milliard d'euros, en augmentation de 0,8%. Ça fait à peu près 473 € par habitant. On est au 11e rang des régions françaises concernant le budget. Donc on est... C'est pas un gros budget. C'est pas un gros budget. Rennes et Rennes Métropole, ça fait 1,4 milliard. Nous, on est à 1,5 milliard. Les régions françaises sont des nains, globalement, au niveau des interventions. Néanmoins, les politiques régionales sont fortes sur l'éducation, premier budget. Deuxième budget, les transports, les mobilités. Et enfin, le DVECO, qui est important. Je pense que les régions, aujourd'hui, manquent, de mon point de vue, de liberté sur les fiscalités. On a des dotations, on est un peu corseté parce qu'on a un pacte financier à 1-2%. Vous avez la main sur quoi, 10% de votre budget à peu près? Oui, tout à fait. C'est relativement faible. Sans en parler d'un grand soir de la décentralisation, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ayez un peu plus de marge de manœuvre? Alors déjà, rapidement et concrètement. Déjà, on a la TVA, ça a été promis par Manuel Valls et c'est reconduit. Donc on a une dynamique de recettes, ce qui est très bien. Mais attention, tout n'est pas dans la fiscalité. Je crois que les dotations de l'État doivent se stabiliser et on doit pouvoir travailler en partenariat avec les autres, et notamment avec l'Europe et l'État. Mais il faut que les uns et les autres, notamment l'État, respectent sa signature. On l'a vu pour le pacte d'accessibilité. C'est pas gagné, rappelez-vous. Les différents contrats de plan ont toujours été un peu différés, notamment sur les infrastructures. Un regard sur la dette, sur le montant de la dette, 1,1 milliard d'euros. Oui. C'est inquiétant. La dette commence à être élevée. On est à une capacité de désendettement à 8 ans. On est en limite. On a beaucoup emprunté pour la LGV et pour les TER. C'est normal. Mais il faut qu'on soit vigilant maintenant au niveau de la dette que l'on a. Mais globalement, le budget est sérieux. Mais nos marges de manœuvre sont relativement faibles. Un budget sérieux, ambitieux? Manque d'ambition. C'est-à-dire? Manque d'ambition, je pense qu'il va falloir peut-être à un moment donné choisir nos interventions. On va peut-être être... parfois on intervient un peu à la marge sur certaines politiques. Je crois qu'il va falloir revenir à des politiques fortes et peut-être élaguer certaines politiques d'accompagnement. Allez, on aborde la deuxième et dernière partie de l'émission. Vous allez changer de casquette, Bernard Marbeuf. Vous ne serez plus là le grand argentier de la région. Je vais m'adresser au maire de l'Écousse et au président de Fougères Agglomération. Les maires qui sont depuis plusieurs semaines au centre du jeu démocratique, puisque le chef de l'État vous a confié à tous les maires de France l'organisation et l'animation du grand débat national partout sur le territoire. Un nouveau rendez-vous démocratique qui prend plusieurs formes depuis quelques jours, et notamment la forme d'un café citoyen, comme celui organisé ces derniers jours à Brest. Regardez. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre pour cette première, ni le député En Marche Jean-Charles Larsonneur, ni ses finistériens de tous bords, apolitiques, encartés ou gilets jaunes. Le démarrage était donc un peu laborieux. Il y a quelque chose qui me gêne d'entrée de jeu, je préfère le dire, c'est de partir sur 4 thèmes. Vous avez imposé donc le cadre, c'est 2 heures. On a déjà commencé à bouffer les 2 heures, donc il va nous rester 1 heure et des brouettes. La salle n'est pas du tout appropriée. Ça va amener plus de difficultés que de facilité. On va faire des propositions, mais est-ce que derrière, le gouvernement et toute la clique va être capable de débloquer quelque chose pour satisfaire les propositions? Mais peu à peu, une fois s'être mis d'accord sur les modalités, le débat est enfin parti. Dispersés par petits groupes, les discussions s'engagent sur le thème du jour, impôts, dépenses publiques et transition écologique. Instaurer un impôt, un véritable impôt sur les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA. Moi, je considère que la France est un pays d'assistés. Pour aider les participants, un questionnaire a été élaboré pour faciliter les propositions des Français.
Pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace. Donc on va le faire comme ça, on organise, on fait dans l'ordre. Allez, on commence par madame. La question 11, pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l'essence peuvent permettre de modifier les comportements des utilisateurs? On a juste oui ou non. Et en fait, selon si on est en ville, on va avoir une réponse à apporter. Si on habite plutôt à la campagne, une autre réponse. Et donc là, pour nous, d'ailleurs, on ne s'est pas mis vraiment d'accord sur celle-là. La part des collectivités territoriale est incluse là-dedans. D'accord. Ma position, comme vous le dites, aujourd'hui est celle d'un animateur, pas d'un député qui apporte ses idées ou les idées du gouvernement. C'est pas du tout l'objectif. Donc ce que j'aimerais moi, c'est susciter un maximum de réunions pour que ce débat prenne corps, prenne vie, qu'il apporte un maximum de choses, mais pas forcément être celui qui les organise moi-même. Je pense que l'idée, c'est que les gens s'en saisissent. N'importe quel citoyen ou association peut organiser un débat comme celui-ci. Alors en France, on a souvent l'occasion de râler. Là, voilà, une nouvelle période s'ouvre, une période de débat. C'est bien, c'est sain? Oui, c'est bien. Hein, vous allez en organiser un, les J'en organisais un à l'Écosse. Je crois que la population demande cette expression. Je vais mettre l'énergie des conseillers municipaux pour ouvrir ce débat à l'ensemble des habitants, des gens qui veulent venir. Je pense qu'il faut se saisir de toutes les périodes de démocratie. Mais est-ce que quand même vous êtes d'accord avec Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale des débats publics, qui dit ben voilà, le grand débat est faussé, c'est une opération de communication du gouvernement. Certains maires disent on n'a pas envie d'être les VRP du gouvernement, d'être les punching balls du gouvernement. Écoutez, on peut se le dire, c'est aussi un élément de communication, mais c'est aussi un temps d'expression. Je crois qu'il faut se l'approprier, laisser écouter, il faut écouter. Mais ça doit déboucher sur quoi politiquement? Il faut que ce soit fort aussi. Le problème de fond, c'est l'atterrissage. Je pense qu'il faut déboucher sur des solutions pour le pouvoir d'achat, pour la fracture territoriale, et il faudra peut-être aussi un débouché institutionnel. Mais l'urgence, c'est le pouvoir d'achat. Donc concrètement, par exemple, sur la fiscalité, est-ce que vous auriez des réformes simples? Sur la fiscalité, créer une tranche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, donner plus de lisibilité aux impôts locaux. Il faut un impôt régional, un impôt local, et ne pas avoir un impôt générique avec différentes tranches pour les uns et pour les autres. Il faut donner de la lisibilité, il faut qu'on porte de l'éducation au consentement à l'impôt. C'est très important. Sur les services publics, plus de délégation à du privé, par exemple, plus de mutualisation entre les services publics locaux. L'important, c'est le service rendu. Et aussi le problème du financement derrière, parce qu'on l'oublie. Alors on dit on veut du service, mais on ne peut toujours pas payer. Donc attention, je crois qu'il faut peut-être créer de nouveaux modèles, mais les services doivent être au plus près des populations. Mais dire aux gens aussi, on n'aura pas tout à sa porte non plus. Je pense qu'à un quart d'heure, on peut avoir des services qui sont tout à fait viables, mais la problématique de fond, c'est le pouvoir d'achat et les services de proximité. Allez, transition toute faite pour notre décryptage de la semaine, puisque dans quelques instants, notre politologue Thomas Fruneau va nous rejoindre. On va revenir sur l'émergence d'une nouvelle carte de France, où la fusion des communes s'accélère, où les communautés d'agglomération se démultiplient, ce qui n'est pas sans provoquer quelques grincements de dents, comme ça a été le cas dernièrement dans le Finistère. Regardez. Qu'est-ce qui vaut à Locmaria-Berrien d'être aussi courtisé? Ses chaînes multicentenaires, ses 244 habitants ou sa zone artisanale? Enfin, la zone artisanale de la communauté de communes des Monts d'Arrée qui du coup se retrouverait dans la communauté de communes du Poher. La fusion décidée par les conseils municipaux de Locmaria et de Poulaouen et actée par le préfet. Pour les habitants, c'est un accaparement. C'est la plus grosse zone d'activité de Monts d'Arrée communauté. Cette zone d'activité du Vieux-Tron, c'est certain que c'est une petite zone si on compare à Ypres-Vaïka, mais pour ici, c'est très très important. Donc elle s'est construite en plusieurs étapes, et donc là, aujourd'hui, il y a un gros problème d'équilibre et de partage si la fusion va jusqu'au bout. Mais la colère des habitants de Locmaria dépasse cette affaire de zone artisanale. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres cas de fusion, la population n'a pas été consultée. Or, elle revendique son appartenance aux Monts d'Arrée, entité historique, géographique, sociologique. C'est pour moi un rapt historique, mais aussi économique, aussi environnemental, parce que ça va nous obliger, en rejoignant Poulaouen, de quitter le parc naturel d'Armorique. Presque tout le village de Locmaria-Berrien est tourné vers Huelgoat, se sent bien dans la communauté de communes des Monts d'Arrée, et cette idée de rejoindre le Poher, qui n'aura aucun souci de nous,
nous désespère. On nous déracine un petit peu. Moi, j'habite juste derrière la forêt du Helgoat. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que du jour au lendemain, on ne fait plus partie de la communauté de communes des Monts d'Arrée et qu'on passe à une autre communauté de communes. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. Un recours gracieux a été déposé auprès du préfet pour que Locmaria-Berrien ne se fonde pas dans le Poher. Bonjour Thomas. Bonjour Robin. On va regarder tout de suite un petit graphique là qui est intéressant. La France concentre 33% des communes européennes, 35 000 communes en France. Il y a 430 habitants en moyenne par commune. En Italie, il y en a 2300. Et on a l'impression que c'est quand même toujours très compliqué de toucher aux frontières des territoires en France. C'est une exception, non, un peu en Europe? Oui, c'est une singularité forte. On vit encore dans une large mesure dans l'héritage de 1789, du découpage municipal. On a presque autant de communes qu'aux États-Unis, donc c'est une vraie exception. Alors pourquoi? Il y a de puissants vétos historiquement qui ont joué. D'abord, une majorité de maires finalement qui étaient plutôt opposés aux fusions communales. Une association des maires de France qui très longtemps a été très hostile, même si elle a changé sa position aujourd'hui sur les communes nouvelles. Et puis il faut rappeler quand même qu'on avait un cumul vertical des mandats qui fait que pendant très longtemps, la plupart de nos parlementaires étaient aussi des élus locaux. On a eu presque la moitié des députés qui étaient des maires. Donc ceux qui discutaient et votaient la loi étaient eux-mêmes les premiers. Donc on a eu des vétos très puissants. Bernard Marbeuf, des projets de fusion avec les Cousses et d'autres communes, non? Je pense que les maires réfléchissent aux fusions pour plus d'efficacité, peut-être, pour des proximités, mais je crois d'abord, il faut que ce soit les maires qui en prennent l'initiative. Rien doit être obligé. Mais que la population soit consultée? Oui, je pense. Associé, tout au moins. Associé, il faut l'associer. Les maires sont élus, ils peuvent avoir des projets. Je pense que la réflexion doit être sur les projets en termes de bassin. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des fusions? Il peut y avoir des ententes, des coopérations sur des thèmes particuliers. Mais je crois que l'important, c'est quel service et au bout du compte, la satisfaction de la population. Thomas, aujourd'hui, au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomération, c'est là que le pouvoir se trouve aujourd'hui, se concentre. Non? Et encore plus dans les communautés urbaines, et encore plus dans les métropoles. Oui, c'est le nouveau lieu de pouvoir. C'est-à-dire qu'on assiste à une forme de dissociation finalement entre la politique et les politiques publiques, les politiques locales. C'est-à-dire que du point de vue de la politique, on voit bien que la compétition électorale, la construction des identités politiques reste à l'échelle municipale. On a une approche municipalo-centrée. Là où quand on réfléchit sur l'action publique, on a une grande migration, une forme de changement d'échelle. Donc on a une dissociation de ces deux espaces qui interroge aussi évidemment sur la question de l'élection. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'établir une véritable élection à l'échelle intercommunale? Et qu'est-ce qu'il lui reste en termes de pouvoir au maire? Le pouvoir de police ça dépend aussi de la taille des communes. C'est-à-dire que si vous prenez le maire de Brest ou le maire de Rennes, il lui reste quand même des leviers assez importants. Et d'ailleurs, ça se voit dans les budgets, même si le budget de la ville de Rennes est beaucoup moins important que de la métropole. Par contre, effectivement, il y a une forme de désarroi dans les petites communes rurales qui sont devenues un peu des institutions vides de réalité, pour paraphraser le rapport Guichard de 1976. Effectivement, là, on assiste à une forme de paroissialisation, en quelque sorte, des petites communes rurales en France. Vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, indirectement, mais il faut bien considérer que le fait politique, il est communal. Et c'est à partir de cela que les maires se retrouvent dans les intercommunalités. Mais les maires sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent que l'agglomération, pour ce qui me concerne, peut présenter parfois une forme d'engagement politique différent de leur propre engagement direct et puis cet éloignement potentiel. Nous devons y veiller. Je crois qu'à Fougères Agglomération, nous y veillons. Évidemment, il faut peser la problématique de gouvernance. Mais nous avons quand même des leviers de politique publique qui sont importants. C'est vrai qu'il y a eu des transferts, souvent imposés, parfois pas toujours bien consentis. Donc on a parfois des interrogations, on le voit aujourd'hui. Thomas, pour finir, quand on regarde la carte de la Bretagne, par exemple, entre le Finistère et les Côtes-d'Armor, ce n'est pas du tout la même évolution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fusions de communes dans les Côtes-d'Armor, par exemple, que dans le Finistère. Tout à fait. Il y a eu un discours de l'État depuis la mise en œuvre d'une loi de 2010, reprise et amendée, amplifiée en 2015. C'est de dire qu'il faut redimensionner finalement les intercos pour qu'elles deviennent plus importantes. Et quand vous regardez les deux, on a eu une réforme à minima dans le Finistère. L'interaction entre les élus locaux et le préfet fait qu'on a très peu finalement amendé. On est passé de 26 à 22 intercos. On a respecté le seuil minimal de 15 000 habitants de la loi, alors que dans les Côtes-d'Armor, on a eu un effet de blast, en quelque sorte. On est passé de 30 intercommunautés à 8 intercommunautés avec des intercommunautés XXL. Mais parce qu'il y avait aussi derrière, quelque part, un volontarisme préfectoral, mais aussi un accord des grands élus. Et donc, il y a eu l'idée exprimée d'ailleurs par le préfet Lambert de l'époque d'anticiper le coup d'après, de dire, nous on anticipe puisqu'il y aura encore une troisième étape où on va demander de fusionner. Donc effectivement, on a des situations très contrastées et l'Ille-et-Vilaine est plutôt dans une situation intermédiaire entre les Côtes-d'Armor
d'Armor et le Finistère du point de vue de cette révolution des cartes. Merci beaucoup Thomas. Bernard Marbeuf, restez avec nous. J'aurai une dernière question à vous poser, mais avant cela, on va regarder le dernier rendez-vous de l'émission, c'est le Quiz Express. Cette semaine, nous avons posé notre questionnaire à Jean-Michel Jacques, le député LREM du Morbihan. Béret vert d'abord, parce que c'est ce qui m'a forgé, mais la blouse blanche dans le sac. J'aurais une petite préférence pour le bonnet rouge, parce qu'il sait vraiment ce qu'il voulait. Gilet jaune, ça part un petit peu dans tous les sens, mais en discutant, on va trouver le bon chemin. L'ISF, je pense que c'est important d'en parler, et d'une façon générale, la fiscalité. À Bretagne, il y a 5, mais si nos amis de la Loire-Atlantique sont d'accord. Cidre sans hésiter. Facebook. Les deux en même temps, mon capitaine. Une dernière question pour vous, Bernard Marbeuf. Les prochaines élections régionales, c'est en 2021. Ça va venir très vite. Vous êtes à la tête d'une collectivité, vous êtes maire, vous connaissez bien la gestion d'une collectivité, vous connaissez bien le budget de la région, vous cochez toutes les cases pour être un prochain candidat, non? Sur une tête de liste de l'opposition régionale? La région m'intéresse, m'a toujours intéressé, et le fait régional est de mon point de vue un fait important. Je suis décentralisateur, j'aime la région. Vous n'avez pas un peu plus d'ambition, non? Ça ne vous dirait pas de mener un grand projet pour la Bretagne? Avec d'autres, oui. Et tête de liste, non? Pourquoi pas? Ouais. Donc vous n'excluez pas une candidature aux élections régionales de 2021? Les centristes n'excluent rien sur les prochaines échéances. Nous serons, je pense, au cœur d'une vision que nous espérons partager avec beaucoup de Bretonnes et beaucoup de Bretons. Merci beaucoup Bernard Marbeuf. Dimanche en politique à revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, émission spéciale Grand Débat. Animé en commun avec nos confrères de France Bleu. Très bon week-end.